L'eau est abondante. Elle coule, s'infiltre dans la terre ou retourne à la mer, s'évapore et nous revient sous forme de pluie, indéfiniment. L'eau est une ressource inépuisable, mais elle est inégalement répartie et manque parfois cruellement. Avant 1973, il y avait beaucoup d'eau jusqu'à la fin de la saison sèche. Il n'y avait pas de problème d'eau. Depuis la sécheresse, on n'a plus vu de bonheur. On a beaucoup parlé du problème d'eau, jusqu'à s'en fatiguer. Notre linge est terne à cause de l'eau. Tu as vu notre peau, comme elle est moche? On ne peut même pas laver les enfants. Tous les anciens ici ont des disputes avec leurs femmes. Les femmes passent la nuit à chercher de l'eau. Les couples ne passent plus la nuit ensemble à cause des problèmes d'eau. Sans eau, pas de sexe, pas de santé, ni d'avenir. Le village malien de Sibrila survit avec 7 litres d'eau par jour et par habitant. C'est considéré comme le seuil minimum vital. Avec le réchauffement climatique et la pollution croissante, l'angoisse de manquer d'eau s'empare aussi de nos sociétés développées. Alors que je démarre les recherches pour ce film, une crise s'annonce au cœur de l'Europe. Après plusieurs années d'une sécheresse exceptionnelle, Barcelone, métropole européenne, riche et moderne, est assoiffée et crie au secours. Ses réserves d'eau sont au plus bas. Marseille, de l'autre côté de la frontière, apporte son aide d'une façon insolite. Elle vend son eau et la livre par bateau. Les images marquent les esprits. L'eau n'est plus qu'une simple marchandise. J'aimerais interroger les dirigeants de l'eau de Barcelone. Je les imagine dans leur tour spectaculaire, guettant l'arrivée des cargaisons d'eau. Mais de violents orages s'abattent sur la Catalogne. Lorsque j'arrive à Barcelone, les réservoirs sont déjà bien pleins. Les patrons de l'eau n'ont plus aucune envie d'évoquer cette crise. Et les Barcelonais semblent déjà avoir oublié la situation exceptionnelle qu'ils viennent de vivre. Ils n'ont pas eu besoin de changer leur habitude. Eux qui consomment 120 litres par habitant et par jour, près de 20 fois plus qu'un village africain. Qui manque vraiment d'eau? Sibrila, Barcelone. Avec l'eau, tout est relatif, en commençant par les notions de rareté et de besoin. Je m'interroge sur cette pénurie d'eau qui menacerait la planète. L'homme s'est toujours débrouillé pour disposer de l'eau dont il avait besoin. Pourquoi ne serait-ce plus possible? Aujourd'hui, la tendance générale est au pessimisme. L'eau est rebaptisée or bleu. Mais ces guerres de l'eau, dont nous parlent les médias, sont-elles vraiment inéluctables? Et surtout, sont-elles vraiment dues à l'insuffisance de la ressource? Je décide d'aller à la rencontre de plusieurs lieux qui connaissent des crises d'eau pour en comprendre les raisons. Je pars au sud de l'Espagne. La Murcie est à la fois la terre la plus aride d'Europe et l'une de ses régions agricoles les plus productives. L'eau y est rare et pourtant, elle est exploitée à outrance. Dans la ville de Murcie, impossible de rater la banderole « De l'eau pour tous ». Pourquoi les bâtiments officiels l'arborent-ils? Qui donc ne boit pas sa soif? Revenons quelques décennies en arrière. Vers la fin des années 60, le dictateur espagnol Francisco Franco est satisfait. Avec l'appui de conseillers américains, il vient d'initier un projet monumental. 300 km de tubes et de canaux pour transférer des eaux du fleuve Tage vers le fleuve Segura,
en Murcie. Son modèle, c'est la Californie, un désert transformé en paradis agricole. Son inauguration en 1979 est un événement majeur pour la région. Alfredo s'en souvient. Yo en principio la llevo ya cultivando alrededor de 30 años. Je cultive cette terre depuis 30 ans. Antes era de mi padre y después antes eran de mi abuelo y de su Avant, elle était à mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Me pilló en el Je me souviens, quand j'étais à l'école, on est parti en excursion, là où se trouve le barrage d'Azudojo. Il y avait une machine qu'on appelait le topo. Et nos professeurs trouvaient que c'était important de nous montrer le transfert. À cette époque, on croyait que c'était bien, que cela amènerait de l'eau, donnerait du travail et de nouveaux domaines agricoles. On voyait ça d'un bon œil. Le transfert était nécessaire. Avec l'eau du bassin seulement, il n'y en aurait pas eu assez pour la consommation qui a triplé plusieurs fois. On ne pourrait pas fournir toute la région de Murcie, Alicante et Almería. Le transfert a permis d'irriguer des terrains de plus en plus grands. Et tout ça n'est pas si mal. Le transfert d'eau est un succès. L'agriculture se modernise. La Murcie devient la petite Californie rêvée par Franco. Mais un problème imprévu surgit. Les surfaces agricoles grandissent tellement vite que la demande en eau d'irrigation explose. Le transfert Tage-Segura est insuffisant dès sa mise en service. Poussés vers l'irrigation intensive, les agriculteurs installent des pompes et s'attaquent maintenant aux nappes souterraines. La Murcie exporte 20% de tous les produits espagnols dirigés vers l'Union européenne. 20%. Une région qui compte 3% de la population espagnole. Cette activité, liée à l'irrigation, constitue le ferment de toute l'économie régionale. Pues buenos días, gracias por la asistencia. Todos los años por estas fechas celebramos la Asamblea General de ProExport. Sabéis que nosotros ya, lo que es la empresa de ProExport, comercializamos este año casi 1 millón de toneladas. El valor de la producción de ProExport suman 755 millones de euros. Bien, el tomate es un producto que está bastante estabilizado, 124.500 toneladas. El volumen de exportación de la lechuga ha ascendido a 253.136 toneladas. En melón y sandía, el pimiento ha sido una campaña bastante buena, 37% más que la campaña anterior. La idea siempre es de ir abriendo nuevos mercados, nuevos países, e ir incrementando en países menos. On va ouvrir l'eau. Regardez, ça ne marche pas. Il n'y a rien, ils ont coupé l'eau. Bien sûr, la Confédération est la maîtresse toute puissante de l'irrigation traditionnelle pour l'ensemble du bassin. La Confédération nous accorde tant d'hectomètres cubes. Ils nous la filent, mais quand ils le décident, ils prétendent qu'on a déjà tout utilisé. Ils nous coupent l'eau pour l'emmener vers les zones d'irrigation intensive qui en manquent. Non seulement l'agriculture intensive nous fait de la concurrence à nous, petits agriculteurs, mais en plus, elle nous pique l'eau. L'eau apporte la prospérité. La Murcie connaît une expansion urbaine sans précédent. Même les paysages les moins accueillants sont investis.
Pour faire rêver les acheteurs majoritairement étrangers, les promoteurs immobiliers font miroiter une présence d'eau généreuse. Toutes ces piscines, maisons et terrains de golf ont besoin de beaucoup d'eau. Mais d'où vient toute cette eau, alors que la région est officiellement au bord de la crise hydrique? Des militants écologistes proposent de m'éclaircir sur ce point. Ils me donnent rendez-vous au milieu de nulle part. Rubén, Joaquim et Pedro veulent m'expliquer comment les instances traditionnelles se répartissent l'eau, la face cachée de l'irrigation. Sont en jeu d'un côté une nappe phréatique et de l'autre des communautés d'irrigants, c'est-à-dire des propriétaires terriens qui détiennent des droits à l'eau. Cette nappe souterraine est partagée entre différentes communautés d'irrigants. Une certaine quantité d'eau est attribuée à chacune d'entre elles. Par exemple, une communauté d'irrigants va creuser un puits dans cette nappe. Mais le terrain qu'ils vont arroser est à 4, 7 ou 15 km. Ils acheminent l'eau jusqu'à leur périmètre d'irrigation qui fait par exemple 3000 hectares. Une autre communauté fait son puits ici, son périmètre d'arrosage va se trouver là. Une autre aura son périmètre ici, une autre là. Il y a un gigantesque réseau de tuyaux entrelacés. Ils sont enterrés, on ne les voit pas. Seules quelques personnes connaissent leur position. Et ils peuvent être reliés les uns aux autres. On ne sait pas exactement où va l'eau. Ici, il y a un projet immobilier approuvé par la mairie de 10 000 logements. Ici, à Casablanca. Le projet est approuvé, mais ils n'ont pas d'eau. Ici, la nappe est surexploitée. Et pourtant, ils vont se raccorder à ce tuyau ou à celui-là. Et comme on ne peut pas laisser les gens sans eau, on retire de l'eau à ceux-là et on surexploite l'aquifère au profit du lotissement. L'eau attribuée à la communauté d'irrigants doit servir à l'agriculture et rien d'autre. Mais nous savons que certains la gardent dans leur réservoir, la pompent et la vendent, soit pour d'autres usages, soit à des zones où l'arrosage est strictement interdit. Mes interlocuteurs s'emballent. Je comprends qu'il existe un réseau anarchique de tuyaux dans lequel se servent ceux qui n'ont pas accès au réseau officiel. Promoteurs immobiliers pressés, agriculteurs en mal d'extension, ils peuvent acheter l'eau, pourvu qu'ils mettent le prix. Donc celui-ci est illégal. Il n'a pas l'agrément d'impact environnemental. Nous sommes en pleine discussion quand une voiture passe derrière nous. Rubén chuchote qu'il s'agit justement du propriétaire des lieux et donc de la pompe illégale. Pedro poursuit son explication. Faux papiers, manque de tampons, complaisance des autorités. La suite des événements, je n'aurais pas pu l'imaginer. La voiture du propriétaire repart avec la même lenteur menaçante. Quelques minutes plus tard, elle revient, suivie par une voiture de police. Des tuyaux parsemés dans le paysage, un forage illégal qui entretient le marché noir de l'eau et un brigadier qui vient nous empêcher de filmer, c'est le monde à l'envers. No puede estar defendiendo a un propietario que está acusando a mí de que yo me he metido en una finca privada. No, a ver, caballero, escúcheme un momento. Vamos a ver. Yo le he dicho a este hombre que si quiere hacer algo, que vaya y denuncie lo que tenga que denunciar. Que yo mi actuación es identificarlo a usted, identificarlo a él y resolverá el juez. Yo no sé quién para resolverlo. Yo me limito a hacer lo que tengo que hacer. Usted mediador, pero usted nos tiene que identificar. ¿Usted tiene algún problema en identificarse? Yo no tengo ningún problema, más soy una persona pública. Soy Rubén Vives de Ecologista Nación. Con que se identifique uno, yo no venía aquí para meterle miedo a nadie. No, lo que pasa es que usted me pide identificación, entonces usted me tiene que identificar a mí porque tiene indicios de que yo estoy cometiendo alguna irregularidad. Pero caballero, que ya se lo he explicado, que yo soy un simple mediador. Es el caciquismo, es como
C'est le caciquisme, comme si la Murcie revenait aux années 60, quand le notable du village gouvernait et utilisait les habitants pour son bénéfice. Que font les autorités concernées pour contrer ce trafic qui se déroule sous leurs yeux? Elles déroulent des statistiques. Je peux vous donner les chiffres de surveillance et de contrôle de l'année dernière. Ici, nous avons comme données le personnel externe à la Confédération a fait 245 000 kilomètres. Il a fait 58 vérifications positives, 100 négatives, 117 dossiers de cadastre, 6 980 relevés de compteurs et 17 385 calculs de débit de canaux d'irrigation. C'est une activité très intense. Le monde dans lequel nous évoluons est si complexe que des infractions peuvent se produire partout. Il peut y en avoir une dans le processus d'urbanisation. Nous avons assisté à quelques dérèglements regrettables. Il y a eu des constructions faites, je ne dis pas sans accord de la Confédération, mais en tout cas sans permis de construire de la mairie. Ça peut arriver, mais c'est rare. La course à la prospérité a laissé des traces. Un fleuve menacé, des nappes souterraines sauvagement vidées. Agua para todos. L'idée est belle et juste. Mais ici, elle sert aussi à entretenir un marché noir prospère. Au lieu d'affronter ceux qui en profitent le plus, les autorités préfèrent réclamer toujours plus d'eau. Pour poursuivre cette course, les partis de gauche et de droite ont chacun leur idée. Le gouvernement régional, aux mains des conservateurs, plaide pour un nouveau transfert d'eau. Pour nous, représentants de la Murcie, il est clair qu'il faut procéder à un nouveau transfert d'eau. L'Ebre est un fleuve avec le débit le plus important de l'Espagne. Une partie minime de ce fleuve, peut-être 1%, pourrait apporter une solution économique à notre problème. Cet apport supplémentaire permettrait de préserver nos réserves d'eau. La Murcie ne manque pas d'eau. Elle en veut toujours plus, pour poursuivre un rêve contre nature. Je quitte l'Espagne pour le Mexique. Ici aussi, on aime les grands travaux hydrauliques. Et quand il s'agit d'assurer l'alimentation en eau de la capitale, on est prêt à tous les sacrifices. En 2005, les images de ces femmes réclamant leur droit à l'eau avaient attiré l'attention des médias internationaux. Ils y voyaient les prémices d'une guerre pour l'eau. Que sont devenus ces conflits aujourd'hui? Deuxième plus grande ville au monde avec ses 20 millions d'habitants, Mexico est au bord de la crise hydrique. En entrant dans la ville, je me retrouve dans un embouteillage sans fin. 2 heures d'attente. Devant nous, un camion-citerne, premier signe d'une alimentation en eau aléatoire. Je suis en retard pour mon rendez-vous avec le responsable de la distribution d'eau municipale. Nous sommes parmi les plus gros consommateurs d'eau dans le pays et dans le monde. Plus de 300 litres par habitant et par jour. Cela crée une très forte demande que nous n'arrivons pas à satisfaire. La majeure partie de la ville bénéficie d'un service d'eau potable correct. Nous considérons que notre service d'approvisionnement est satisfaisant à 80%. Les 20% restants concernent les quartiers périphériques et pauvres qui continuent à s'étendre à un rythme rapide. Ils sont pris en charge par un service municipal gratuit. Mais sur le terrain, cette gratuité se révèle une notion très relative.
Parfois, nous n'avons même pas d'argent pour manger. Mais nous devons payer l'eau. Sans pourboire, on n'a pas d'eau. Si nous étions plus riches, on les paierait bien sûr. Mais nous n'avons pas les moyens. Je crois qu'ils ne devraient pas payer l'eau. Mais on ne les fait pas beaucoup payer non plus. Ils nous donnent ce qu'ils veulent. 5 pesos, 10 pesos. Nous ne leur disons pas « payez-nous l'eau ». L'état hydrique de Mexico est inquiétant. La ville pompe des quantités énormes d'eau potable sous ses pieds. Il y a 100 ans, l'eau se trouvait à 7 mètres. Aujourd'hui, il faut aller la chercher à 400 mètres de profondeur. La nappe phréatique baisse et avec elle, le sol de la ville. Depuis le XVIe siècle, la cathédrale s'est affaissée de 9 mètres, dont 7,5 en quelques décennies. Partout, les murs penchent, plus ou moins. Mais l'effet n'est pas forcément spectaculaire. On est loin de la tour de Pise. L'ange de l'indépendance est bien plus explicite. À son inauguration en 1910, sa colonne est posée sur les 9 marches supérieures, là où se trouvent les policiers. Plantée sur un rocher souterrain, elle ne bouge pas d'un iota. Mais le sol autour d'elle descend. À tel point qu'il a fallu ajouter déjà 14 marches supplémentaires pour combler le gap. Quelles sont les conséquences de cet affaissement? Il n'y a pas que l'affaissement de quelques centimètres par an. Le problème est qu'il est inégal selon les endroits de la ville. Par exemple, le Gran Canal, la principale sortie du drainage profond. Au début, son inclinaison permettait d'évacuer l'eau par gravité. 140 mètres cubes d'eau par seconde. 140 metros cúbicos por segundo. Le Gran Canal sort du côté de la montagne, la Sierra de Guadalupe, qui ne s'est pas affaissée, alors que Mexico s'est affaissé. Cela a changé le sens de la dénivellation. L'eau n'est plus évacuée. Pendant la saison des pluies, nous avons des problèmes d'inondation. Avec beaucoup de pédagogie, le responsable de l'eau poursuit ses explications. Des images à l'appui, il me présente un réseau souterrain imposant. Ce que je comprends surtout, c'est que Mexico n'est pas en manque d'eau, bien au contraire. Située au centre d'une cuvette entourée de montagnes, elle en a beaucoup trop. Pour se protéger des inondations, la ville est engagée dans des travaux sans fin. Sous terre, des canalisations de plus en plus profondes, grandes, complexes, se superposent. Comment expliquer ce paradoxe? Le combat à la fois pour et contre l'eau. Il faut remonter aux origines de la ville. L'ancêtre de Mexico a été fondé au XIe siècle. À l'époque, Tenochtitlan est une ville construite au milieu d'un immense lac. Des restes de ce site lacustre ont survécu. Ils sont aujourd'hui une zone de plaisance de la capitale. Pour Jorge Legorreta, historien et urbaniste, la situation paradoxale des eaux de Mexico prend son origine ici. Estos son los primeros paisajes que los españoles en el siglo XVI Ici, ce sont les premiers paysages que les Espagnols ont vus, ont trouvés au XVIe siècle lorsqu'ils ont conquis la ville de Tenochtitlan.
Ces terres agricoles ont servi de base à la grande Tenochtitlan, la capitale des empires mixtèques et aztèques au XIVe siècle. Les Espagnols cherchent de nouvelles terres. Pour marquer leur domination, ils décident de bâtir leur capitale à l'endroit même de Tenochtitlan. Mais l'eau abondante avec laquelle cohabitent les Aztèques les gêne. D'autant que les indigènes sont militairement plus à l'aise sur ces canaux. Les Espagnols doivent détruire, anéantir les travaux hydrauliques que les indigènes ont construits dans le respect de l'eau. Ils veulent faire disparaître leurs ouvrages de contrôle de l'eau. L'eau devient une menace pour la future ville espagnole qu'il faut protéger des continuelles inondations. Une guerre de plusieurs siècles commence alors pour supprimer l'eau du bassin. Les Espagnols tentent de dominer la nature. Ils construisent de grands tunnels, de grandes œuvres d'ingénieurs afin d'évacuer l'eau de la plaine vers la mer. Au début du XXe siècle, Mexico connaît une véritable explosion démographique. 300 000 habitants en 1910, 3 millions en 1950. Alors même qu'elle rejette ses eaux naturelles, la ville réclame toujours plus d'eau. Pour préserver la nappe phréatique et freiner l'effondrement du sol, rappelons-nous l'ange, il faut trouver de l'eau ailleurs. Héritiers d'une longue tradition, les ingénieurs ont le goût pour les grands travaux hydrauliques. Ils partent à 60 km de la capitale, transpercent une montagne, installent un tuyau de 2 mètres de diamètre. C'est le système Lerma. Au centre de Mexico, un temple lui est dédié. La statue géante de Tlaloc, le dieu aztèque de la pluie, laisse entendre qu'on y célèbre l'eau. C'est beau, mais c'est faux. Les eaux du territoire national étaient maîtrisées par les ingénieurs d'État et par les hommes politiques. Ensemble, ils ont choisi ce dieu aztèque tout-puissant, capable d'apporter de l'eau au peuple. De cette manière, c'était perçu comme un don, une faveur que la classe politique faisait à la population. C'est ainsi que le parti officiel est resté au pouvoir pendant 70 ans. Le peintre Diego Rivera illustre ici comment les eaux du système Lerma apaisent la soif aussi bien de la ville pauvre et indigène que celle de la ville moderne et riche. Le temple de l'eau est érigé à la gloire du parti unique. La vraie divinité n'est pas un dieu aztèque, mais la caste des ingénieurs. Leurs exploits traduisent l'idée d'un pouvoir central fort. Aujourd'hui encore, la société mexicaine reste fascinée par les grands travaux hydrauliques. Dans les années 80, la mégapole compte 14 millions d'habitants. Il lui faut encore plus d'eau. Cette fois, les ingénieurs voient vraiment grand. Ils vont chercher l'eau à 130 km de la capitale. C'est le système Cutzamala. Sur ce site, les eaux de 2 provinces sont réunies pour être potabilisées. Le système Cutzamala, ce sont 8 barrages et lacs artificiels, interconnectés par un système de tuyaux, de réservoirs et de pompes surpuissantes. Cutzamala est le fleuron de l'ingénierie hydraulique mexicaine. Et ça vaut une visite touristique. Es la más grande a nivel nacional, me parece que la tercera más grande a nivel mundial. Aproximadamente más de 200 kilómetros se tiene que recorrer para entregar nosotros el agua potabilizada.
Le guide ne montre pas les barbelés et les miradors qui protègent le site. Il ne mentionne pas non plus que Cutzamala va chercher l'eau pour Mexico sur les terres des Indiens Mazahuas. Il est temps de remonter le cours de toutes ces eaux pour les rencontrer. Ce sont eux qui, en 2005, avaient manifesté leur opposition au système Cutzamala. Quand le gigantesque système a été conçu, personne n'a demandé aux Mazahuas leur avis. Le Parti révolutionnaire institutionnel ne dialoguait pas beaucoup avec les Indiens. Mais depuis 20 ans, les Mazahuas se révoltent. Au prime abord, leur combat, d'inspiration zapatiste, a tout d'une guerre pour l'eau. Je prends contact avec un représentant des Mazahuas qui est d'accord pour organiser une rencontre. Il insiste pour que je montre leurs conditions de vie injustes. Rendez-vous est pris pour filmer la corvée d'eau des enfants à 7 h du matin. À ma grande surprise, je suis accueilli par un nombre impressionnant d'hommes qui surgissent de nulle part. Pourquoi sont-ils là? Est-ce seulement par curiosité? J'ai l'impression que la scène avec les enfants est organisée pour la caméra. Il est clair que notre présence représente un enjeu important pour les Mazahuas. Une occasion précieuse de rappeler leur combat. Sous la houlette de Santiago, à la fois avocat de leur mouvement, chef spirituel et conseiller en communication, il m'amène au bord d'un lac de barrage, l'un de ceux qui alimentent Cutzamala. Ils ressortent leurs banderoles et je comprends qu'ils veulent faire de moi un porte-parole de leurs revendications. El gobierno nos ha humillado por la origen que nosotros tenemos hasta ahorita. Le gouvernement nous a humiliés à cause de nos origines, parce que nous ne savons pas exprimer ce que nous voulons pour notre communauté. Ce que nous voulons, ce sont des réseaux d'eau potable, parce que nous sommes obligés d'aller à la rivière ou au barrage, nous agenouiller pour laver. Ce n'est pas juste. Alors qu'ici, nous sommes riches en eau. C'est tout ce que j'avais à dire, camarades. De nuestras aguas. Eso es todo, compañeros. Le gouvernement prend notre eau. Il en fait un business. Il la possède. Si je vais à la ville de Mexico, je dois m'acheter une bouteille d'eau. Personne ne me la donne. Ils ont envahi nos terres sans débourser un centime. Ils nous enlèvent l'eau qui est derrière nous. En tant que coopérative agricole, nous n'avons même pas d'arrivée d'eau pour aucune de nos parcelles. Qu'ils nous fournissent de l'eau et qu'ils nous donnent nos titres de propriété pour nos enfants. Comme je vous le disais, ils grandissent et nous n'avons rien pour eux. Toutes les personnes ici présentes ne sont pas là par plaisir, ni pour passer un bon moment en votre compagnie. Nous voulons que ces terres nous reviennent. Le combat des Mazahuas est moins une guerre pour l'eau qu'un moyen de pression pour légaliser la propriété des terres qu'ils habitent depuis des générations. Grâce à l'eau de leur territoire, vitale pour Mexico, le rapport de force tourne en leur faveur. Les Mazahuas pourront-ils enfin prendre leur revanche sur des injustices perpétuées depuis l'ancienne Tenochtitlan?
Je reçois constamment les leaders des communautés mazawas. Ils ont compris que l'eau est vitale pour la ville de Mexico, que nous ne pouvons pas nous passer de ce volume d'eau. Bien sûr, dans le même temps, il faut que la ville de Mexico prenne conscience de ce qu'implique le gaspillage de l'eau, que nous faisons venir de l'eau de bassins éloignés, que nous nuisons à certains de ces bassins et que ces populations voisines protestent. Mais quand même, ce système est concédé depuis 1980 à la ville de Mexico. Mexico doit repenser l'ensemble de son système. Mais le chantier est complexe, car il touche à la dimension politique, sociale et culturelle de l'eau. L'eau a une valeur dont il faut tenir compte. Le seul moyen d'éviter les tensions liées à l'eau est d'être d'accord sur l'essentiel. L'égalité entre les hommes et le partage équitable de la ressource. Selon un cliché tenace, l'Afrique manquerait d'eau à cause de la sécheresse. En réalité, les véritables problèmes du continent se situent ailleurs. Les gens migrent vers les villes. En 2020, un Africain sur 2 vivra en milieu urbain. Quelles sont les conséquences de ce processus sur l'approvisionnement en eau des grandes agglomérations? Je choisis de venir à Bamako, la capitale du Mali. C'est l'une des villes avec le plus fort taux de croissance du continent. 100 000 habitants en 1960 contre 2 millions aujourd'hui. Traversée par le fleuve Niger, l'un des plus grands d'Afrique, la ville n'a pas de problème de ressources. Mais elle n'a pas les moyens de la fournir à une grande partie de ses habitants. À chacun de se débrouiller pour se procurer l'eau dont il a besoin. À Bamako, on trouve toutes les formes d'alimentation en eau que les hommes ont imaginées au cours des siècles. Le centre-ville est desservi par le réseau public. Ici, on ne rencontre pas de problème. En s'éloignant du cœur de la ville, des points d'eau collectifs sont de plus en plus nombreux. Eux aussi sont alimentés par le réseau de la ville. Mais l'eau y est payante. Plus loin, à la périphérie, il faut aller chercher l'eau au puits. Ces eaux de qualité très douteuse sont malgré tout appréciées car elles sont gratuites. Loin du fleuve et de la ville, les quartiers les plus pauvres n'ont souvent aucune infrastructure. Les gens se débrouillent avec des petites sources d'eau de surface qu'ils creusent eux-mêmes. Pourquoi une telle précarité alors que tant d'eau traversent la ville? Au bord du Niger, le responsable technique d'énergie de Mali, société de distribution d'eau de Bamako, m'explique la situation. Donc cet ouvrage là-bas au milieu du fleuve, c'est la tour de captage. C'est là où on commence à prendre l'eau dans le fleuve Niger. Donc on appelle ça de l'eau brute parce que ça vient directement du fleuve. Donc c'est à partir de cet ouvrage, donc, on alimente cette station, ce bâtiment-là, et de là, donc, on l'envoie vers la ville. C'est très simple. Il y a la capacité de production de l'EDM qui est de 155 000 m3 par jour en pointe à la station. Et la demande, c'est ce dont les gens ont besoin, c'est dans 165 millions de litres. Voilà. Donc il y a un gap de 10 millions de litres par jour qu'il faut combler. Ce sont des estimations, hein, parce que ceux qui ne sont pas raccordés au réseau, personne ne connaît. Hein, mais il y a plein de gens qui aimeraient avoir l'eau, bon, qui, pour X raisons, soit ils n'ont pas le réseau à côté,
donc ils ne peuvent pas se brancher. Soit ils ont le réseau à côté, mais ils n'ont pas l'argent de raccordement. Le problème, c'est les investissements. C'est le développement de la ville est tel que les investissements nécessaires n'ont pas suivi les extensions des réseaux. Et là, on parle de milliards de francs CFA pour poser des canalisations, pour construire des stations de pompage. C'est tout. Il n'y a même pas de problème de ressources humaines parce que nous avons les techniciens qu'il faut, les techniciens de l'eau qu'il faut pour conduire nos systèmes. Eau et argent, un couple inséparable. La solution au problème de capacité porte un nom, Kabala, une grande station d'eau potable qui alimenterait toute la ville. Un projet déjà mythique, à force d'être repoussé d'année en année, faute de financement. La construction des infrastructures est à la charge de l'État, représentée par Madame Lee, la responsable de toutes les eaux du pays. Nous avons réalisé cette étude depuis 2003 et aujourd'hui, il se trouve qu'il faut actualiser cette étude. On doit l'actualiser. On doit aussi ajouter le réseau de distribution qui ne faisait pas partie du projet de Kabala, qui va nous ramener de 65 milliards à environ 150 milliards de francs CFA, parce qu'il faut apporter l'eau aussi aux bénéficiaires. Et donc, nous avons un réseau à faire dans tous les quartiers de Bamako qui n'ont pas de réseau d'eau et d'amener l'eau par les bornes fontaines ou des branchements particuliers aux populations. Et aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas atteint des annonces pour la totalité du financement, mais aussi, même ceux que nous avons acquis, nous ne pourrons pas avoir la réalisation d'une station de Kabala avant 2012. L'attente des garanties et des crédits internationaux est tellement longue qu'il faut réévaluer régulièrement les devis. En attendant Kabala, l'État a décidé d'agir. Parmi les solutions d'urgence, des usines dites compactes. Ensuite, cette eau qui va arriver sur la station, elle va subir un traitement. On va l'épurer, enlever toute la saleté, les MS qui sont là-dessus. L'ingénieur qui dirige les travaux de construction, Omar, me présente avec fierté cette unité. Il en installe partout dans le monde. Je le trouve très disponible. Il m'apprend que du matériel est bloqué dans des containers quelque part entre le Sénégal et Bamako. Omar a donc tout son temps pour me faire découvrir les lieux. Et la visite continue. Cette machine fait ce qu'une grande station doit faire, mais rapidement, très très vite. Son installation est rapide, ne nécessite qu'une plateforme. À partir du moment où on a posé la plateforme en béton, on peut poser la station et dans les jours qui suivent, on a une station. À partir du moment où on l'a installée, ça marche tellement bien que ça reste. Et les gens en commandent d'autres parce qu'ils voient que c'est une urgence, mais ça répond à un besoin. Le besoin qui est là et le prix n'est pas le même avec une station en génie civil. Donc, selon les moyens qu'ils ont, des fois, par exemple au Gabon, ce n'est même plus de l'urgence, ils ont adopté cette philosophie de station compacte. Pour un peu, je lui en achèterai une. En attendant, il me fait part de sa longue expérience de travailleur de l'eau. Là, on est dans la bâche. C'est une bâche de stockage d'eau qui fait 600 mètres cubes. Et les gens qui ont l'habitude de boire l'eau du fleuve, ils boivent l'eau du fleuve avec ses bactéries, avec ses MS, avec tout ce qui est dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans le traitement? On enlève ces bactéries, on enlève ces MS, on rend l'eau potable selon les normes OMS. Donc cette eau n'a pas... Si ces gens boivent l'eau maintenant avec du chlore, eh bien, il va y avoir, le chlore va attaquer la protection qui existe dans leur flore intestinale. Donc, aussitôt, ils ont des diarrhées. Mais ça ne dure pas longtemps. Une fois que le flore intestinal est débarrassé de ces bactéries, après, ça va passer. Mais des fois, ça peut créer des situations embarrassantes où j'ai vu des gens venir me dire que je leur ai fourni de l'eau qui n'est pas bonne, que j'ai essayé de les tuer. Ça, c'est la blague, quoi. Il faut leur expliquer que c'est le chlore, il faut attendre un peu. Avoir le fleuve et avoir de l'eau potable, c'est un peu différent.
De faire aussi des stations potables seulement et ne pas avoir de réseau, ça aussi c'est un paradoxe. Quand on a une station potable, il faut pouvoir distribuer l'eau à la population, donc il faut faire des réseaux. Que se passe-t-il sans réseau de distribution? Les lacunes du service public offrent un vaste champ à une économie parallèle qui s'organise autour des robinets. Depuis peu, les particuliers créent leur propre mini-service de l'eau. L'image d'un profiteur néolibéral en tête, je cherche un de ces investisseurs privés. Je tombe sur Mai Koulibaly, qui ne correspond pas tout à fait à l'idée que je me faisais d'un marchand d'eau. C'est mon robinet. Il est ouvert de 5 h du matin à 10 h du soir. On prie Dieu pour avoir plus de robinets. La plupart des gens qui m'achètent de l'eau la revendent à d'autres qui n'ont pas accès à l'eau. En quoi consiste l'investissement de Mai? Elle paye le raccordement au réseau municipal qui passe à 200 mètres de chez elle, ainsi que le robinet. Ensuite, elle vend l'eau du service public avec une petite plus-value. Il faut d'abord demander un formulaire à la police, ensuite à la voirie, et enfin on se présente à la mairie. On retourne à la police qui visite l'emplacement avec le service d'hygiène. Puis on dépose le dossier à l'Énergie du Mali. Je vends des bananes au marché en ville. J'ai investi mes économies dans les robinets. Je peux gagner 150 000 francs CFA par mois. Les deux rapportent, mais avec l'eau, il n'y a pas de risque. C'est ici que je veux installer ma deuxième fontaine. Alors, tu vas devenir une femme d'affaires? Oui, j'aimerais bien. Le plus grand risque pour un propriétaire de point d'eau est la faible fiabilité du réseau public. Pour faire marcher leur affaire, les investisseurs en robinet embauchent des gardiens. Anna fait ce travail. Son rôle, ne pas rater l'arrivée de l'eau. L'eau n'arrive que la nuit. Depuis 2 jours, elle coule à nouveau. Hier, elle est arrivée entre 11 h et 16 h. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu du tout. Ça fait 2 ou 3 mois que je ne suis pas payée parce que le robinet n'a pas coulé depuis 2 mois. Je me réveille tous les soirs pour vérifier. Je vais ouvrir les robinets. Je peux me lever 3 ou 4 fois par nuit. Mais il n'y en a toujours pas. Quand le propriétaire vient récupérer l'argent, je lui dis qu'il n'y a pas eu d'eau, alors il s'en va sans me payer. Il était 22 h quand Anna s'est couchée. Elle s'est relevée à 00h30. L'eau est arrivée à 2 h et s'est arrêtée de couler peu avant 6 h du matin. Cette nuit-là, Anna n'a pas eu le temps de remplir tous les bidons. Il y en avait 78. C'est dans cette situation que le riche qui a l'eau chez lui, il va payer moins cher que celui qui achète avec des revendeurs qui doublent chaque fois le prix parce que les gens en ont besoin. C'est une situation d'inégalité qui existe et c'est justement la raison pour laquelle l'État est en train de mettre en œuvre ces mesures d'urgence pour que l'eau soit proche des utilisateurs. Comment se traduisent ces mesures gouvernementales sur le terrain?
Dans un quartier périphérique de Bamako, des camions s'installent pour effectuer un forage dans la nappe souterraine. Les travaux sont effectués sous la direction d'un ingénieur géophysicien. L'emplacement pour le forage est désigné. Tout est prêt quand l'arrivée d'un personnage agacé provoque une certaine agitation. Il s'agit du maire de la commune. Mais c'est le risque du matériel. Il y a le risque du matériel. Il y a les études techniques. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle la prospection géophysique. Nos projets doivent prévoir certaines incidences par rapport à l'imprévu. On peut ajuster par rapport à ça. Quel est le problème? Les travaux n'ont pas été coordonnés entre la mairie et les travaux publics. Le maire fait valoir des plans d'urbanisme. L'ingénieur a des soucis techniques. Tous les deux courent après une ville anarchique qui s'étend trop vite. Du coup se pose la question, mais où faut-il forer? Ici? Plutôt par là? Les avis divergent. Là, c'est vraiment impossible. Finalement, ils se mettent d'accord. Les travaux peuvent démarrer. Merci, on compte sur toi. Avec ces travaux, le Mali espère atteindre les objectifs du millénaire formulés par les Nations Unies en l'an 2000. Accès à l'eau ne veut pas dire un robinet individuel dans chaque maison, mais un point d'eau à moins de 200 mètres de l'habitat. Dans le monde, une personne sur 5 n'a pas accès à de l'eau saine. L'ONU espérait réduire ce chiffre de moitié à l'horizon de 2015. Elle a peu de chances d'y arriver. Pour chaque nouveau puits creusé quelque part, un autre s'arrête de fonctionner, faute d'entretien ou de renouvellement de l'équipement. L'eau qui jaillit vient de 110 mètres de profondeur. Une petite pompe mécanique va bientôt desservir ce quartier. Demain, ailleurs, l'ingénieur et son équipe continueront leur travail au rythme d'un puits par jour, quand tout se passe bien. Bamako est dépassé par l'afflux de population et le manque d'argent. Un équilibre fragile s'est maintenu grâce au système D. Mais aujourd'hui, le Mali veut changer la donne et se mobilise avec les moyens qui lui sont accessibles pour mieux répartir les ressources communes. Même dans une région à l'abri du manque, l'équilibre reste fragile. Il n'y a pas de lieu où l'eau ne pose pas de problème. Le paradis de l'eau n'a jamais existé. Au bout de mes voyages, je me rends compte que je n'ai filmé qu'une seule chose. L'éternel combat des hommes pour l'eau. Un combat auquel nous ne pouvons pas échapper. Des guerres de l'eau pour l'eau auront-elles lieu? Personne aujourd'hui ne peut prétendre connaître la réponse. Une seule chose est sûre. L'eau oblige les hommes à discuter et à trouver des compromis. À l'image du cycle de l'eau, ce film se termine là où il a commencé, dans un petit village africain. An tɛ ji feere la dugu jɛra k'a se pour que anw yɛrɛ bɛ kɔlɔnni min sen anw y'a dɔn o ta anw bɔ anw ye min ɲini n'o ye pɔnpe nin ye n'o y'o sen na k'a fɔ ko an ye décision ta k'a fɔ ko an bɛ a ji feere ɲɔgɔn ma o ma kɛ cogo si la aha. Mais n'o tɛ n'a fɔra ko an ka taa ji sa i ma taa pɔnpe la ko su kelen k'e ka wari bɔ e bɛ wari bɔ min e k'i ka nasɔngɔ bɔ ka tila tile k'e ka ji sa e sa an bɛ se k'o kɛ. N tɛ ji san an fɛ yan fana ko normalement hali n'i y'a kɛ dɔɔni-dɔɔni a kɛ nɔgɔya
parce que a tɛ sɔrɔ ni wari tɛ o kɔlɔn kɔni ma kɛ i bɛ se ka taa o fa kɔlɔn na ka taa mais fɛn fɛn bɛ pɔmɛ ko ye ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma lajɛ ka loi dɔ sigi anw yɛrɛ fɛ k'a fɔ k'an b'a kuma fɔ ko k'a bɛn kan ko ka wari minɛ ɲɔgɔn na vraiment gɛlɛyaba b'a kɔnɔ parce que mun hakili b'a la k'a fɔ a nin ka ɲi kɛ nin ka ɲɔgɔn ma olu t'o fɛ f'a ma tiɲɛ ni t'a fɔ sisan ko an sigi ka da la k'a ma tiɲɛ don min na ayiwa bɛɛ tɛna ye an sigi min kɔ o ye parce que wari tɛ bɛ k'a dilan ji sanni feere fana bɛ bɛn duguba kɔnɔ a tɛ bɛn tu kɔnɔ n'a ko k'a bɛ ju feere ɲɔgɔn ma tu kɔnɔ yan awa gɛlɛya b'a la a tɛ se ka taa cogo si la aw kɔni bɛ se k'a fɛrɛ gɛlɛya ma mais ka ji sanni feere fɔ a bɛ se ka musaka sɔrɔ o la k'o kɛ a ka démarrer ye a tɛ se ka ɲɛ tu kɔnɔ k'a fɔ ji sanni feere tɛ wajibi ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ di mais n'aw tɛ se k'o kɛ pɔnpe ko la a y'a sigi a kan k'aw tɔgɔ ye don dɔ la dugu fɔlen ye sanfɛ ji tɛ sɔrɔ bilen o bɛ ka dɔgɔya ni sanfɛ ji tɛ sɔrɔ aw bɛ dugujukɔrɔ ji min kɔ o dugujukɔrɔ ji bɛ labɔ de ni mansin dɔ ye o mansin bɛ kɔrɔ san mugan pɔnpe kan ka falen pɔnpe kura la o bɛ bɛn $2 ɲɔgɔnna jate ma i bɛ kɔlɔn sen wari la wa i tɛ ji sɔrɔ kɔlɔn na n'i ma wari bɔ parce que i bɛ jurufilen san i bɛ jurukisɛ san wa o ye waati bɛɛ ye i bɛ suruku san ka bila i bara ka jurukisɛ ko o la o ye ji san ye koyi fɛɛrɛ dɔ de b'an bolo ni min ni tile wari tɛ kelen ye parce que tɔn bɛ anw fɛ dugu kɔnɔ kalo o kalo cɛ o muso bɛ dɔrɔmɛ 10 da tɛ fɛɛrɛ dɔ ye wa bɛɛ k'i jija a fɛ i ka yɔrɔ la pour que ɲɛtaga la a bɛ nɔgɔya lase mɔgɔw ma parce que hali kɔlɔnkura ko n'a fɔra ko kɛsu bɛ sigi kura sɔrɔli o ka nɔgɔ comme Bala y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko kura seginni hun bɛ minɛ e bolo bi ko n b'a segin fɛ ye tant que ji feere ko kuma in ma fɔ a da fɛ a ka gɛlɛn i ka kɔlɔnkura sɔrɔ donc o la an ko k'an hakilinan ko ye